Eh bien, l'enregistrement étant parti, je vous propose de faire partir aussi cette conférence, cette troisième conférence de l'après-midi sur un sujet particulièrement d'actualité qui va nous amener sur la chaîne du froid des vaccins de la Covid-19. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous a pu l'éprouver en allant se faire vacciner. Nous allons maintenant parler du sujet depuis l'amont jusqu'à l'aval, en passant en revue le sujet avec les acteurs majeurs de cette question. Et je remercie les intervenants qui ont accepté de venir parler des vaccins cet après-midi. Nous commencerons par la stratégie logistique des vaccins de la Covid-19 par Walter Arnaud du ministère de la Santé qui s'occupe en particulier des sujets de gène du froid auprès de la task force, au sein de la task force vaccin. Merci Walter d'être avec nous cet après-midi. Nous aurons ensuite une présentation des directives de l'OMS sur l'emballage et l'expédition internationale des vaccins par Eric Steiner de Sanofi, qui est aussi le président du comité de labellisation Certicold Pharma. Nous parlerons des données de stabilité des vaccins et en particulier des travaux pour réduire les coûts de distribution avec les températures optimales, avec Fabien De Paoli, qui jusqu'à il y a quelques jours était le pharmacien responsable chez Dufroy du laboratoire GSK et qui est un expert mondialement reconnu de la chaîne du froid des produits de santé et des vaccins. Nous passerons à l'application sur le terrain de toutes ces choses-là avec la vision du répartiteur pharmaceutique et Véronique Young de OCP Répartition nous parlera de la mise en œuvre de la distribution des vaccins à température négative pour alimenter les médecins, les pharmacies d'officine depuis quelques mois et de ce que nous avons pu construire sur le sujet. Et puis, pour faire tout ça, il faut des équipements. Alors, il faut divers équipements, mais en particulier un équipement clé qui est l'emballage. Et quand je parle d'emballage, je parle aussi de sacoches de distribution, de pochettes de dispensation. Et Gilles Labranque, le PDG de Sofrigam et du groupe Sofrigam et de Colway, nous parlera des solutions déployées dans le cadre de la vaccination de la Covid-19. Donc nous aurons et nous avons la chance d'avoir un panel qui permet de balayer les différents volets de cette chaîne du froid des vaccins dont nous avons beaucoup entendu parler depuis quelques mois et pour laquelle nous avons quasiment tous œuvré, chacun dans notre métier, dans notre activité. Donc je vais sans plus attendre passer la parole à Walter Arnaud. Merci Walter de nous présenter la stratégie logistique des vaccins contre la Covid-19. Bonjour à toutes et à tous, donc Walter Arnaud, je suis ingénieur en chef de l'armement et effectivement je m'occupe du segment logistique au sein de la task force vaccination, task force interministérielle, en charge donc de la distribution des vaccins contre la Covid-19. Alors pour traduire un petit peu quelle était, on va dire, l'ambition de la logistique et notamment la logistique du froid de la Covid-19, j'ai repris une phrase de Napoléon Bonaparte, en fait sur le bicentenaire de sa mort, qui est « Il naît de mai, il naît de si, il faut réussir ». Et c'était la devise qu'il avait donnée à sa logistique. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de trouver des excuses, il n'était pas question de trouver des explications, il n'était pas question de trouver des arguments. La seule chose qui lui était demandée, c'est « il faut réussir ». Et c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. Donc c'est pour ça que, en guise de sous-titre, j'ai mis que finalement, quelle était l'ambition de la logistique de la chaîne de vaccination contre la Covid-19? C'est d'abord de réussir une opération majeure. Et une opération majeure, on l'oublie souvent, de santé publique. C'est-à-dire que très souvent, on entend que la vaccination contre la Covid-19 est une grande opération logistique. C'est vrai, c'est bien le cas. Mais ça, c'est un moyen, c'est certainement le moyen principal, on est tous d'accord là-dessus. Mais sa première ambition, c'est d'abord une mission de santé publique. Et dans cette ambition, effectivement, la logistique et la logistique du froid ont tenu un rôle extrêmement important et continuent d'ailleurs à tenir un rôle extrêmement important. Page suivante. Donc, 3 chapitres très courts, puisque l'enjeu, c'est de tenir en moins de 8 minutes. Tout d'abord, les enjeux de la chaîne du froid pour la campagne de vaccination. Ensuite, ce qu'on va en déduire comme
comme conséquence. Et puis, je n'ai pas mis de conclusion parce que la campagne de vaccination n'est pas finie. On ne sait pas exactement quand elle va se terminer. Donc, j'ai plutôt ouvert sur des perspectives, notamment des coopérations. Voilà. Alors, l'objectif, c'est 41 millions de personnes à vacciner avant la fin de l'été 2021. La fin de l'été s'entendant pour le gouvernement au 1er septembre et non pas au 23 septembre. Donc, on perd finalement 3 semaines, mais on espère bien qu'on va les tenir. Je ne l'ai pas mis parce que j'ai appris la nouvelle là au début d'après-midi, mais en fait, hier à 19h, nous avons franchi le cap des 50 millions d'injections. 32 millions de premières injections et 18 millions de secondes injections. Et pour vous donner une idée, le précédent record en France était pour une campagne de grippe assez massive et on était à un petit peu moins de 14 millions d'injections en 4 mois. Et là, en 6 mois, on a fait 50 millions d'injections. Ça fait une injection, ça fait 3 injections à chaque seconde qui passe. Voilà. Donc, ça donne une idée quand même de l'étendue de cette campagne de vaccination et de la logistique qu'il faut mettre en place pour ça. Et ça donne aussi une idée de l'investissement en personnel à tous les niveaux pour que tout ça, ça tourne, parce que 3 injections chaque seconde qui passe, jour et nuit, chaque jour de la semaine, voilà, ça en dit long sur tout ce qu'il faut approvisionner, tous les gestes médicaux qu'il faut faire, tous les enregistrements administratifs qu'il faut pouvoir faire, tout le maintien des systèmes d'information qu'il faut garantir tous les jours. Voilà. Donc, c'est des milliers de personnes qui s'y consacrent tous les jours et qui s'y consacrent bien parce que voilà, on est quand même maintenant sur les ambitions qui avaient été souhaitées au début de la campagne. Pour ce faire, on attend donc plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins. Alors évidemment, AstraZeneca, c'est un peu compliqué parce que la confiance est un petit peu compliquée à obtenir. Pfizer et Moderna, et puis Janssen. Voilà. Tous ces vaccins ayant l'intérêt évidemment de bien fonctionner et qui ayant quand même malheureusement la difficulté, maintenant on s'y est habitué, mais d'avoir été quand même au début assez compliqué à stocker, à manipuler, à transporter. On était notamment au début sur des stockages à moins 80, sur des transports limités à moins de 10 heures entre 2 et 10 degrés. Voilà, donc il a vraiment fallu faire des prouesses en termes de distribution et de logistique, même si maintenant, voilà, on a des circuits qui sont bien rodés, et puis voilà, des rythmes de diffusion qui sont devenus beaucoup plus réguliers, beaucoup plus pérennes. Et puis on a mis en place des circuits logistiques maintenant que les acteurs se sont vraiment appropriés et qui tournent bien. Donc le 21 juin, on était à 32 millions de primo-vaccinés, et donc non pas 48 millions d'injections, mais le 24 juin, parce que voilà, j'ai fait les planches le 21, donc nous avons dépassé le cap des 50 millions, et c'est parti. Alors, un point qui est extrêmement important, c'est que les pertes de doses sont inférieures à 0,1%. On a eu effectivement quelques accidents de la route. On a eu quelques pertes dues à des congélateurs qui ont été malencontreusement débranchés, des choses comme ça. C'est toujours dommage. C'est pas dans une ambition Kaizen de l'amélioration continue, c'est des choses sur lesquelles on travaille tous les jours. Mais voilà, il faut quand même avoir une juste proportion des choses. On est à moins de 0,1% des doses perdues, ce qui montre quand même que voilà, il y a un vrai sérieux, il y a une vraie rigueur dans la logistique des vaccins, dans son stockage, dans son transport, dans son utilisation, et que donc les acteurs, quand même, globalement, ont fait extrêmement attention et ont bien compris que chaque dose était extrêmement importante. Page suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc les ambitions, effectivement, c'était 0 perte, parce que chaque dose était importante. Même si aujourd'hui nous avons plus de doses de vaccins, nous ne sommes plus en contexte de pénurie, on trouve assez facilement des créneaux sur l'Octoline, mais quand même, chaque dose de vaccin est importante. Si elle n'est pas pour nous, il faut savoir qu'on en cède à certains pays en voie de développement. Donc de toute façon, les doses n'ont pas vocation à être perdues, n'ont pas vocation à être jetées, elles ont vocation à être utilisées. Donc pas de gaspillage, pas de perte. Les conséquences, c'est un strict respect de la chaîne du froid, de bout en bout. Du laboratoire qui nous livre depuis la Belgique, ou depuis la Suisse, ou depuis l'Italie, ou dans certains cas depuis les États-Unis, jusqu'à l'injection dans l'épaule du patient. C'est la formation des différents acteurs au bon respect des règles, avec des acteurs qui sont plus ou moins sensibilisés, qui ont en plus de ça beaucoup d'autres missions pour certains d'entre eux. Et donc, il a fallu trouver des formations qui soient intuitives, ergonomiques, ce qui a conduit à la nécessité de guides simples à appréhender, parce que voilà, c'est la partie contrainte logistique du froid, c'est une contrainte parmi les contraintes sanitaires, les contraintes de stratégie vaccinale, les contraintes
aux seringues et aux aiguilles. Et donc, il fallait des guides qui soient simples, que les gens puissent s'approprier. Et je pense que ça a été le cas. À côté de ça, on a développé aussi d'autres outils. Alors, d'abord, il y a eu le système d'information vaccin ici. Alors, comme je ne l'ai pas fait, je ne vais pas en parler, mais on a un chef de projet sur le sujet qui a quand même développé un SI pour le suivi de la campagne de vaccination en quelques semaines, ce qui est une prouesse. On a mis en place de nouvelles blockchains, donc de nouvelles technologies, pardon, des capteurs de chaîne du froid qui sont géolocalisés, ce qui fait qu'on a un suivi de nos livraisons de vaccins, on a un suivi en temps réel des courbes de température. Nous sommes en train de mettre en place et d'homologuer des blockchains, notamment avec actuellement un dépositaire de Santé publique France, ce qui permet en fait de tracer complètement et de fiabiliser les données, notamment pour de la levée de l'eau en temps quasi réel. Et puis, il nous a fallu aussi mettre en place la sécurisation de nos approvisionnements parce qu'on avait vu pour les masques, on a vu pour les tests PCR et on l'a constaté à nouveau pour les vaccins, une grande partie viennent de pays hors Union européenne. Il fallait absolument sécuriser les approvisionnements. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, les coopérations et perspectives, j'ai mis plusieurs choses. D'abord, une coopération entre tous les acteurs de la chaîne du froid. C'est vrai que c'était une pandémie, ça a été un gros challenge, ça a été une énorme opération de santé publique. Mais ce qui a été quand même très agréable, c'est de voir que tous les acteurs ont coopéré. Alors évidemment, de temps en temps, c'est un peu grogné, c'est un peu coincé parce que il y a eu des choses qui ont été faites parfois dans des délais très courts, il y a eu des demandes qui ont été parfois un peu rudes, mais quand même, globalement, tout le monde s'est retroussé les manches, tout le monde a coopéré, tout le monde a apporté son expertise. Et donc, j'ai mis deux exemples. Alors d'abord, pour illustrer ces journées du froid, ça va du guide de bonne pratique réalisé parfois en temps très très court par le CMA Froid et ses experts, jusqu'à l'avion militaire qui transporte un congélateur avec un préavis très court vers un territoire d'outre-mer pour qu'il puisse recevoir ses vaccins. Et entre les deux, tout un tas de camions, de fourgonnettes frigorifiques, de personnel, de pharmaciens, de médecins, d'infirmiers, de logisticiens, de qualiticiens, de personnel administratif. Enfin, voilà, des milliers de personnes qui, d'un bout à l'autre de la chaîne du froid, ont utilisé des centaines de véhicules, de matériel, d'avions, des roulants, flottants, volants, pour arriver à réussir finalement cette campagne de vaccination. Une démarche Kaizen, parce que je ne souhaite pas qu'on puisse penser qu'on est dans l'autosatisfaction, d'abord parce que ce n'est pas le lieu, on ne peut pas profiter d'une pandémie pour s'autosatisfaire. Mais en même temps, il faut quand même souligner la qualité du travail qui a été fait, et je pense essentiellement, notamment aux acteurs de terrain qui ont toujours été extrêmement proactifs pour trouver des solutions pour la logistique du dernier kilomètre, qui ont été force de proposition pour beaucoup d'entre eux, qui ont fait remonter des systèmes de suivi de stock, qui ont fait remonter des systèmes de conservation au froid, qui ont fait des propositions sur les effectifs, des entreprises aussi qui se sont manifestées pour soumettre des... alors Sofegam est présent, je pense qu'ils en parleront, mais des pochettes isothermes. Enfin, voilà, même des choses sur lesquelles on n'avait pas forcément pensé à tout. On a eu plein d'acteurs qui se sont manifestés et qui ont été extrêmement proactifs pour nous proposer des solutions en voyant des gens, en identifiant déjà des problèmes qui allaient apparaître. Donc voilà, 50 millions d'injections en 6 mois, 3 injections par seconde. Voilà, ça donne quand même une idée de ce que ça représente. Voilà, donc oui, une satisfaction, clairement, et puis surtout une satisfaction et des félicitations. Tous ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour réussir, parce que une chaîne logistique porte bien son nom, c'est un ensemble de maillons. La robustesse et la vitesse de cette chaîne logistique, c'est forcément la robustesse et la vitesse du maillon le plus faible. Et globalement, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de maillon faible. Voilà, à chaque étape, tout le monde a donné le maximum. Et c'était vraiment l'objectif, c'était de chercher une chaîne logistique qui soit résiliente, qui ne soit pas trop compliquée et qui ait surtout vocation à être bien appropriée par ces acteurs. Ça a été le cas. Et donc, on peut dire que globalement, on a quand même une campagne de vaccination qui aurait probablement pu être mieux, mais en tout cas qui a donné le résultat qu'on attendait, c'est-à-dire de vacciner un maximum de Français, d'éviter des séjours en hôpital. Je pense notamment aux fouillards, des dépositaires et des logisticiens du froid pour les EHPAD
et pour les anciens qui étaient en EHPAD et qui ont été vaccinés dans leur chambre d'EHPAD, ce qui est une prouesse médicale et logistique. Et donc, voilà, pour dire quand même que le travail qui a été accompli, et je sais que le CMA-FROI y a fortement contribué, on les a sollicités pour les homologations et les qualifications des congélateurs dans un temps très court, des pharmaciens, des médecins, de tout le monde. Voilà. Le résultat, c'est quand même 50 millions d'injections, c'est pas rien. Et de tout ça, on peut dire quand même qu'on a tenu les objectifs de santé publique. La suivante. Voilà, donc mon mail pour ceux qui auraient des questions ou qui auraient des remarques à faire. Et voilà, je cède la parole à l'intervenant suivant qui donnera quelques éléments d'expertise sur un certain nombre de sujets que j'ai évoqués d'un point de vue un peu stratégique et un peu stratosphérique. Merci beaucoup, Walter, pour cette présentation effectivement de la stratégie, mais je pense que c'est important et en particulier, j'apprécie particulièrement la référence à la logistique de la Grande Armée et de Napoléon. On est dans une opération logistique et je pense qu'effectivement, il faut avoir une stratégie pour réussir une opération et c'est important de commencer par là. Et puis après, on peut passer à l'action. Merci pour cette présentation et en plus particulièrement à jour de ce matin, donc avec des informations toutes fraîches au vrai sens du terme, et pas comme nous l'avons vu tout à l'heure, la différence entre les denrées qui sont froides et ne sont pas fraîches. Nous essayons en matière de chaîne du froid des vaccins d'avoir une chaîne du froid et d'avoir des informations qui restent fraîches pour autant. Merci beaucoup et je vais passer la parole à Eric Steiner de Sanofi pour nous présenter les directives de l'OMS sur l'expédition internationale des vaccins, un vaste sujet. Eric, je te laisse le micro. Merci Gérald, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Et on peut passer tout de suite à la slide suivante. Je pense qu'on peut continuer. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'est un guide qui a été récemment publié par WHO, donc un guide qui existe depuis de nombreuses années, mais pour lequel une révision a été faite. Et la publication de cette révision date du mois de mars dernier. C'est un guide auquel Fabien, qui va intervenir plus tard, a participé, ainsi que moi-même, invité par l'UNICEF WHO pour la révision de ce guide. Et je pensais qu'il était important de pouvoir vous présenter aujourd'hui, non pas l'ensemble du guide, mais de faire un point particulier sur les principaux changements et surtout ceux qui pourraient intéresser l'auditoire aujourd'hui. Donc, après une courte introduction, j'ai rajouté un chapitre sur l'impact de la pandémie Covid sur ce guide et on verra pourquoi. Troisième chapitre concerne des profils de température qui sont maintenant définis dans ce guide pour aider à la qualification, les utilisateurs à qualifier les containers utilisés pour le transport des vaccins. Le chapitre suivant porte sur les systèmes pour le monitoring du transport, suivi par un chapitre qui est en partie plutôt focalisé sur les besoins des fabricants de vaccins, donc je n'insisterai pas trop sur ce chapitre-là. Et quant au dernier, ça dépendra du temps qui restera. Il s'agit d'une liste non exhaustive de changes mineurs qui sont rentrés dans ce nouveau guide. Voilà. Donc, on peut démarrer. Alors, sur ce slide, j'espère que c'est lisible. Il y a beaucoup d'informations. Néanmoins, les plus importantes sont, je le rappelle, la date de publication. Donc, mars 2021, ce nouveau guide a été publié. C'est le 6e qui fait suite à de nombreuses révisions de ce guide qui existe depuis de nombreuses années. Et vous avez donc la liste des dates dans le paragraphe suivant. Vous avez un lien aussi pour les personnes qui seraient intéressées pour avoir plus de détails, d'informations sur ce guide. Ça leur permettra de pouvoir le lire. Il est disponible et accessible par tous.
Les principaux changements dans ce guide, d'abord, ils sont listés à la fin du document, donc ça permet facilement déjà d'aller lire cette liste exhaustive et de voir celui qui pourrait vous intéresser et aligner vos procédures actuelles par rapport aux procédures maintenant existantes pour la distribution de vaccins pour les marchés WHO, UNICEF. Alors, dans les principaux changes, je le répète, il y a celui qui va concerner le transport et les profils de température, les indicateurs de température, et puis une information propre aux fabricants concernant les stockages des doses et le calcul de la volumétrie que ça représente. Un point important pour les utilisateurs, le document donc, a été publié en mars. Il y a une période pendant laquelle on peut encore utiliser le document, le guide précédent. Par contre, à partir du 1er janvier, c'est cette nouvelle version du guide qui sera le référentiel pour toute inspection ou audit fait par les autorités de santé. Le slide suivant, pardon. Merci. Donc, ce que je disais, j'ai ajusté le guide par rapport, en introduisant cette slide par rapport à la pandémie Covid. Alors, le fait que le guide était en cours d'élaboration alors que la pandémie est arrivée a fait qu'on s'est posé une question concernant les impacts et notamment vu les conditions de conservation des premiers vaccins Covid avec un froid négatif. Le guide devait être révisé et dans ce cadre-là, le choix a été fait de prévoir une annexe, un addendum au document, mais de continuer à poursuivre tel qu'il était prévu le lancement du document au mois de mars de cette année. Donc, pas une révision, mais un addendum de ce guide est attendu de façon à pouvoir aider l'utilisateur dans le choix des indicateurs de température qui auront été référencés par WHO. Donc, c'est un point qui sera à venir. Le slide suivant. Donc, le chapitre suivant porte sur le changement qui va concerner la qualification des routes et la qualification donc, des containers utilisés pour le transport. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, les critères de qualification étaient spécifiques au marché WHO UNICEF avec je dirais l'impact, pas l'impact, mais l'influence de plusieurs fabricants présents pour la révision de ce guide. Nous avons insisté pour utiliser des profils de température se basant sur des relevés de conditions réelles. Donc, c'est ce qui a été fait. Je ne rentre pas dans le détail ici pour aller vite. Ce qu'il faut retenir, c'est donc dorénavant vos qualifications, que ce soit les qualifications faites en conditions statiques dans des chambres ou dans des espaces fermés, peuvent se faire sur des profils de température, soit issus de vos propres données historiques, soit de données météorologiques récupérées sur les sites Internet, ou par rapport à des standards, sur la base de standards internationaux. Bon, quant à la performance de qualification en temps réel, là, ça n'a pas d'impact. C'est intéressant parce que aujourd'hui, pour d'autres marchés, on s'appuie sur des vrais profils de température pour faire nos qualifications. Et donc là, on a une synergie et on a donc une approche famille qui va faciliter notre travail d'utilisateur. C'est-à-dire qu'une qualification faite pour une boîte, pour un marché privé autre que WHO, va pouvoir être utilisable en l'état pour répondre à la demande de WHO et pouvoir enregistrer nos vaccins qui seraient distribués via ces marchés. En complément, ils ont également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont également donné beaucoup de détails sur comment réaliser la qualification. Donc, il y a deux documents supportifs qui sont maintenant ajoutés au guide. Celui que vous voyez dans les deux derniers bullets, le libellé supplément 14, qui va donner des informations à l'utilisateur pour la définition du profil de température à utiliser pour la qualification. Et puis, vous avez un autre supplément
qui va donner à l'utilisateur des informations sur l'élaboration des protocoles, des qualifications à réaliser, que ce soit en conditions statiques ou en conditions réelles. Donc, c'est un bon support de façon à être sûr de répondre à la demande de WHO et d'éviter de se faire retoquer lorsqu'on est en période de soumission de dossier. La page suivante. Ils ont, même si le marché WHO, les containers utilisés par le marché WHO sont essentiellement sur des boîtes isothermes, ils ont néanmoins ouvert la porte sur d'autres systèmes pouvant être utilisés, notamment le transport par camion réfrigéré. Donc, il y a maintenant dans le guide des informations concernant la qualification de transport par route avec des camions réfrigérés. Et là, vous voyez des choses qui sont très classiques pour ceux qui font déjà de la qualification de camions à température dirigée. Dans les 3 points listés ici, on voit qu'il y a un thermal mapping, j'arrive pas à trouver la traduction en français. Cartographie. Voilà, merci. Une cartographie de température à réaliser. Vous avez l'identification de points chauds, points froids et les temps de recouvrement pour retrouver la température cible. Donc, des choses très classiques, mais qui ont l'avantage maintenant d'être clairement mentionnées dans le guide WHO. Et donc, c'est un point positif également pour nous, utilisateurs, de savoir que le camion pourrait être une alternative à la boîte isotherme. Dans le slide suivant, donc je vais passer très vite sur les derniers slides. Donc là, on est sur les indicateurs de température. Vous voyez un certain nombre d'informations. Ils ont changé la périodicité d'enregistrement. Donc, c'est important pour les utilisateurs à faire attention à demander à leurs fournisseurs de changer le paramétrage pour éviter de se retrouver retoqué ou alors plutôt pas retoqué, mais d'avoir des anomalies ouvertes par nos clients WHO, les receveurs des marchés WHO. Un certain nombre d'informations pour que les paramétrages et l'utilisation des indicateurs de température soient plus aisés pour les utilisateurs. Donc, ils ont fait des familles de produits. En fonction de familles de produits, on a un certain nombre d'informations pour le paramétrage. Et puis après, toute une série de modifications qui vont permettre de mieux gérer les excursions de température. Donc, je passe sur les 3 derniers points qui sont relatifs à ces informations. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois que j'ai mis un acronyme, le VVM, c'est un indicateur qui permet de gérer les dernières heures de dispensation du produit. C'est spécifique au vaccin, ça s'appelle Vaccine Virus Monitoring. Oui, c'est ça. Et donc là, dans le guide, il y a toute une explication de texte pour sur la base d'exemples, pour bien comprendre comment interpréter des excursions de température au-delà des 2,8 degrés, puisque sur les derniers miles, en fonction des résultats d'études de stabilité, il est permis d'aller au-delà. Et ces indicateurs-là sont justement présents pour bien gérer ces dernières heures lors de la dispensation et s'assurer qu'on n'est néanmoins pas au-delà d'une limite extrême. Le slide suivant, donc le slide suivant aussi, c'est une information, je vais passer très vite puisque je vous avais dit sur les parties volume, c'est essentiellement adressé aux utilisateurs, aux fabricants de vaccins et à ceux qui vont stocker les vaccins pour déterminer la volumétrie. Important néanmoins, un point que j'ai voulu mentionner ici, c'est des étiquettes qui sont maintenant mises dans le guide WHO, des étiquettes que vous connaissez certainement déjà pour ceux qui font du transport de produits froids et notamment avec de la dry ice. Donc des étiquettes utilisées pour le transport aérien. Et pour terminer, je pense que je suis ensuite sur, si vous passez au slide suivant, on est sur des modifications mineures. Donc, je ne sais pas, Gérald, dis-moi s'il y a encore un peu de temps, parce qu'il ne reste plus que 2 slides avec quelques changements. Ce ne sont pas les plus importants à partager aujourd'hui. Soit je laisse les personnes le lire dans les présentations qui seront distribuées,
ou je continue? Dis-moi. Bon, je pense qu'on peut effectivement conclure pour tenir les délais de notre conférence, parce que je pense qu'effectivement, les points principaux, tu les as bien listés et sur les évolutions. Parfait. Je peux terminer juste pour la conclusion sur la dernière page, puisque il y a 2 points qui sont intéressants pour vous. C'est le fait que le WHO a ouvert le guide sur d'autres moyens de transport, et vous voyez ici que des systèmes actifs sont également utilisables. Néanmoins, il faut l'accord préalable de WHO pour les utiliser. Et puis, vous avez aussi un point sur les rounding rules. Dorénavant, il est possible d'arrondir les résultats sur le nombre entier. Donc, si vous avez des résultats de température avec des décimales, vous pouvez l'arrondir, c'est toujours intéressant. Et ça évite d'ouvrir des anomalies pour des températures qui dépassent les 8 degrés pour quelques décimales. Voilà par quoi je conclurai. Merci beaucoup, Eric, et cette fin sur un sujet qui est un vaste sujet de l'arrondi en mathématiques et de l'arrondi des températures dans la salle. Je crois que ça fait sourire un certain nombre d'experts qui savent combien de temps on peut passer sur ces sujets et combien de querelles cela peut engendrer, en particulier dans la chaîne du froid entre l'amont et l'aval, entre un donneur d'ordre et un transporteur. C'est un sujet majeur et qui peut coûter très cher. Donc là, le 8,1 degré n'est plus considéré comme une anomalie. On se réfère aux spécifications qui sont imprimées sur les boîtes. Pour nos vaccins, il est indiqué 2 et 8 degrés. Il n'y a pas d'information, il n'y a pas de décimale imprimée sur les boîtes. Et c'est pour ça que si les indicateurs de température sont plus précis, on a le droit à arrondir le résultat. Et effectivement, le Sémafroid défend depuis longtemps, vous le savez, le fait d'afficher clairement avec une décimale, avec 2 décimales, avec 0 décimale, à quel niveau on prend en compte un arrondi de température, ça clarifie tout et tu as bien raison sur ce point-là. Nous allons continuer avec l'analyse des données de stabilité des vaccins pour réduire les coûts de distribution par Fabien de Paoli qui va nous montrer comment un vaccin peut avoir des températures et des durées de conservation différentes suivant les étapes de sa vie. Fabien, je te laisse le micro. Oui, merci. Donc, effectivement, il y a peu, j'étais directeur vaccin distribution et coaching chez GSK, mais en fait, j'ai saisi l'opportunité de faire du partage de connaissances. Et je remercie Gérald et le Sémafroid de m'avoir invité à cette journée pour partager justement une partie de cette connaissance. Slide suivant. C'est aussi intéressant de voir que cette présentation aussi a été faite en collaboration avec Eric. Merci Eric, hein, on se connaît bien et on travaille souvent ensemble. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager entre nous ce que nous savons. Cette présentation va porter sur les coûts de distribution et les données de stabilité et elle va passer au travers de trois points. Un qui est la thermostabilité des vaccins. Le deuxième, c'est les systèmes de chaîne de froid et aussi des concepts concernant le réseau de distribution. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la thermostabilité? La thermostabilité a été bien définie par l'OMS, WHO, qui dit clairement que c'est l'habilité qu'un produit a de conserver ses propriétés lorsque le produit a été exposé à des températures autres que sa température de stockage recommandée tout au cours de sa durée de vie. Slide suivant. Quand on regarde ce concept de thermostabilité, on se base sur des données. Et donc, les données sont des données de stabilité. Là, on peut faire comme référence, on peut prendre comme référence l'ICH, qui est un organisme, on va dire, normatoire, et qui a défini, entre autres, trois types de données de stabilité. Il y a les données de stabilité réelles, donc qui sont en fait les données de stabilité long terme, qui typiquement pour des vaccins sont de l'ordre de 3 ans à 2 et 8 degrés. Ensuite, on a les données de stabilité accélérée. Et là, on peut prendre comme exemple aussi les recommandations, les requis de l'OMS pour lorsqu'on veut, par exemple, utiliser un VVM7, Viral Vaccine Monitor, comme dit par Eric. Hein. Un VVM7 veut dire qu'on a des données qui démontrent que le produit peut être conservé pendant 7 jours à 37 degrés. On appelle cela données de stabilité accélérée parce que le test est fait en début de durée de vie.
Donc, on prend un produit, on va dire frais, on l'expose 7 jours, 37 degrés. À la fin des 7 jours, on regarde si le produit est toujours dans ses limites de spécification. Si oui, on peut dire qu'on a une donnée qui a été confirmée. Donc, elle est bien accélérée parce qu'elle se limite au début de la shelf life, au début de la durée de vie. Par contre, les températures cycle studies, elles portent sur l'entièreté de la durée de vie. Donc, typiquement, dans ce cas-ci, on va cumuler d'un côté le maintien du produit à 2,8 durant 3 ans. Et durant cette période-là, on va exposer le produit à une température autre, qui peut être très bien, par exemple, 25 degrés pendant 2 semaines. Donc, je ne vois plus l'image. Alors, je ne vois plus mon image. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Et avez-vous... j'ai perdu le contact. Oui, oui, nous voyons l'image. Vous voyez l'image. Oui. Et donc, au niveau de ces données de stabilité, la manière dont on peut les décliner, c'est au travers du concept de dire qu'on a une donnée de stabilité qui est définie par le cycle, le temperature cycle, qui par exemple a été de 3 ans, 2,8 plus 2 semaines à 25 degrés. Et en fait, ces 2 semaines à 25 degrés vont devoir être prises en compte pour tenir compte de tous les cas durant lesquels le produit sera exposé à une température qui n'est pas la température de stockage. Donc ça a été fort bien défini dans le PDA Technical Report qui explique très bien cela. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, lorsqu'on regarde les différentes informations qui sont disponibles au niveau des normes, on a par exemple, quant à l'utilisation de ces données de stabilité, on a par exemple les données ou l'information qui vient de la pharmacopée européenne, donc le GDP européen. Et en fait, là, en particulier, on peut considérer un document qui a été publié par les autorités danoises qui disent que lorsqu'on est en distribution, pour autant que le producteur a le contrôle sur le produit, on peut accepter de se trouver dans des situations où on est en dehors des données de stabilité. Alors, WHO, même chose, on le voit très bien, le WHO, même si le WHO dit qu'il faut transporter dans les limites de stockage au niveau de la température, lorsqu'on regarde les data loggers, donc les enregistreurs de température, par défaut, ces enregistreurs de température ont une acceptance pour l'excursion de température. Dans l'exemple ici, on voit par exemple le medium threshold, donc l'excursion intermédiaire, autorise de n'avoir une alarme que si le produit est exposé plus de 10 heures à une température au-dessus de 30 degrés. Donc, par défaut, aussi, WHO accepte certaines excursions de température. Slide suivante, s'il vous plaît. L'Australie aussi est très explicite et peut-être est le plus clair et le plus explicite de tous. L'Australie dit clairement, si vous voulez utiliser vos données de stabilité pour couvrir des excursions de température, vous pouvez, mais vous devez soumettre un dossier et nous devons autoriser ce dossier. Et donc, en fait, là, c'est clair. Donc, si le dossier est soumis avec les données, l'autorité accepte et à ce moment-là, des excursions de température sont autorisées par l'autorité. Le Brésil, donc l'ANVISA aussi, reconnaît que les données de stabilité peuvent être utilisées pour supporter les intended excursions, ça veut dire les excursions prévues qui peuvent se passer durant la distribution. Les États-Unis avec l'United States Pharmacopeia aussi clairement expliquent que les produits durant la distribution peuvent être exposés à des températures en dehors de leur requis de stockage. Slide suivant, s'il vous plaît. Et finalement, on a maintenant très récemment un document fort intéressant, mais qui n'est pas officiel vu qu'il a été soumis pour commentaire. Donc, il n'est pas publié, donc soumis pour commentaire. Mais dans ce document, il est en fait proposé que les produits peuvent être exposés à des températures, des excursions de température en dehors de la température de stockage pendant des temps donnés. Donc, ça montre bien, tout ceci montre bien que les autorités ont une certaine, on va dire, acceptation pour avoir des excursions de température, pour autant que ceci se fait dans des manières très bien contrôlées. Vous pouvez voir plus en détail ces différents documents si vous allez sur le site ccm28.com où là, on a la liste de la majorité des GDP.
Le point suivant, on va porter sur le réseau de distribution, slide suivant. En fait, un réseau de distribution simplifié est le suivant. Hein, dont on a un producteur, on a un laboratoire, on a un centre de distribution qui est bien souvent au niveau d'un pays qui va s'occuper de la distribution au niveau du pays. Ensuite, on a des distributeurs, des wholesalers ou des revendeurs qui sont au niveau du pays pour finalement aboutir à une pharmacie qui finalement pourra transférer le produit au niveau du patient, soit via un docteur ou la pharmacie peut être un hôpital plutôt qu'une officine. Donc, le distribution network simplifié est celui-là. Comment peut-on distribuer nos produits? De manière générale, lorsqu'on distribue le produit du laboratoire vers le réseau de distribution, on a affaire à des quantités importantes, donc on va devoir transporter des palettes entières. Et donc, bien souvent, ces palettes entières vont être transportées via un transport aérien, vu qu'ici, on parle de transport intercontinental. Et là, on a différentes solutions qui s'offrent à nous, soit des solutions actives ou passives, ou même hybrides. Lorsqu'on veut ensuite distribuer le produit du centre de distribution vers le distributeur, là, bien souvent, on va devoir distribuer, on va devoir transporter des palettes partielles. Et là, bien souvent, comme on se retrouve au niveau d'un pays, bien souvent, on va utiliser un camion à température contrôlée. Et finalement, lorsqu'on va transporter le produit depuis le distributeur jusqu'à la pharmacie. Là, on va plutôt travailler avec du transport qui va transporter des boîtes, parcel shipment. Et là, on a plusieurs options. Soit on va avoir des boîtes qui vont être transportées dans des camions à température contrôlée, soit on va avoir des boîtes isolées qui peuvent être transportées dans des camions à température non contrôlée. Slide suivant. Merci. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, slide suivant, lorsqu'on regarde tout ça, on peut mettre quelques valeurs sur ces éléments-là. Lorsqu'on regarde la première partie, donc le transport de la palette entière du laboratoire vers le centre de distribution qui se trouve au niveau du pays, lorsqu'on fait certaines assumptions liées à la taille des flacons, à la taille des palettes, le taux de remplissage de la palette les différentes solutions proposées, on peut dire que globalement, le coût d'une palette pour ce type de transport-là va tourner entre 2 000 à 8 000 euros pour transporter une palette de produits. Et typiquement, ici, on aura une palette qui va contenir à peu près 50 000 flacons. Donc, ça, c'est typiquement lié au volume, je veux dire, disponible. Et là, ça tient compte d'une distribution de type aérienne, soit en solution active ou passive ou hybride. Lorsqu'on va ensuite transporter le produit par camion au niveau, on va dire, terrestre, de la demi-palette ou de la palette qui aurait été réduite, mais là, on va se retrouver à un coût de distribution de l'ordre de 150 à 300 euros par palette. Et finalement, lorsqu'on va regarder le coût de distribution au niveau de la box, la boîte qui peut, dans un cas extrême, recevoir une boîte de vaccins qui va devoir être acheminée du distributeur au pharmacien, ben là, le coût de distribution de cette boîte-là, en fonction du type de distribution qu'on va vouloir choisir, peut aller de 20 à 200 euros. Slide suivante. Si on met tout cela dans un contexte global d'un batch, donc un lot de produits, si on considère qu'un lot de produits correspond à peu près à 500 000 flacons, on voit que en fonction de la solution qu'on va choisir pour le transport aérien, on va devoir gérer un montant qui peut osciller entre 20 000 à 80 000 euros. Donc, en fonction du type de solution choisie, une solution, on va dire, plutôt bon marché, pour lesquelles il y aura un peu plus de risque d'exclusion de température, on sera plutôt dans la fourchette basse. Par contre, si on va prendre une solution qui est plutôt hyper protective, donc la solution va coûter plus cher parce qu'on aura beaucoup moins de risque d'exclusion de température, on sera dans la limite haute. Donc, en fonction de vos données de stabilité, vous pouvez aller, on va dire, de 20 à 80. De même, si on va à l'extrême, lors de la distribution finale en parcelle, là, c'est encore plus marqué, dans le sens que, rappelez-vous qu'on peut aller jusqu'à transporter une boîte simple. Là, en fonction du choix final, en fonction de la capacité que vous avez d'utiliser des données de stabilité, dans un concept théorique, on pourrait aller jusqu'à dire, je maîtrise mon produit parce que j'ai des très bonnes données de stabilité, je maîtrise mon réseau de distribution, donc j'ai un niveau de protection qui est vraiment minimal parce que je sais que mon produit est suffisamment robuste pour résister à des températures, des exclusions de température définies. À ce moment-là, vous allez vous trouver dans une limite basse qui va être l'ordre de 1000 K, donc d'un million. Et par contre, si vous allez dans un système qui est beaucoup plus protecteur, vous allez arriver dans une limite haute. Ce qui est vraiment intéressant de voir ici,
c'est qu'on est bien souvent très concentré sur la réduction de la distribution au niveau du transport du laboratoire vers la distribution center, mais on est rarement, tout compte fait, attentif à une maîtrise des coûts sur le last mile, sur la dernière partie. Or, sur cette dernière partie, en fonction de cette stratégie de pouvoir ou non utiliser ces données de stabilité, l'impact est énorme au niveau du coût de la distribution. Slide suivant. Donc, en fait, on voit très bien ici que la latitude que l'on a de choisir la bonne solution en fonction des données de stabilité et la latitude qu'on a d'accepter ou non des exclusions de température peut avoir un effet énorme sur les coûts de distribution. Mais pour arriver à cela, il est très important d'avoir de très bonnes données de stabilité pour justement supporter ces risques d'exclusion de température. On doit aussi pouvoir démontrer qu'on a un contrôle on va dire, absolue sur l'entièreté de la chaîne en termes de visibilité sur les exclusions de température, parce qu'il faut penser que tout ceci se fait dans un système cumulatif. Et finalement, peut-être le plus important, c'est d'avoir une discussion très ouverte et très directe avec les différentes autorités, de pouvoir avoir cette autorisation d'envoyer des produits en dehors du label clean, pour autant que les conditions de transport sont strictement sous contrôle et basées sur de très bonnes données de stabilité. Voilà, merci. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage, et je pense qu'on parle souvent de technique, on parle souvent de température dans la chaîne du froid. On a beaucoup parlé de vaccins et on oublie parfois que derrière tout ça, il y a un gros coût d'argent public qui est utilisé pour la fabrication, la conception, l'achat des vaccins, mais que derrière la logistique, ce n'est pas neutre et que les choix impactent fortement le coût de l'opération. Donc, c'est un très bon éclairage qu'on voit rarement, et merci beaucoup de t'y être prêté avec toute ton expertise de la chaîne du froid, des vaccins que tu mets à disposition des professionnels à travers CCM28. Je vous propose de passer tout de suite à la présentation de Véronique Young d'OCP Répartition sur la phase aval, qui est la diffusion et la distribution des vaccins aux officines, aux hôpitaux et finalement au centre de vaccination. Véronique, je vous laisse le micro. Oui, merci Gérald. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être aujourd'hui parmi vous et ravi de la qualité des interventions précédentes. Particulièrement intéressée, en tout cas à titre professionnel, en tant que pharmacien responsable OCP, de l'intervention précédente. Et je me permettrai de revenir vers vous, Monsieur De Paoli, pour échanger. Voilà. Donc, moi, j'interviens sur la partie aval, en effet, en tant que représentant d'un grossiste répartiteur. Effectivement, on s'occupe de la partie aval et notamment de la distribution des vaccins en petit conditionnement. Donc, c'est vrai que toute la chaîne, pour la distribution des vaccins contre la Covid, toute la chaîne a dû s'adapter très rapidement, les uns avec les autres, ou soi-même, ou entre soi, ou au sein de notre propre organisation, on a dû faire preuve de beaucoup d'agilité. Et c'est vrai que je veux souligner la coopération de chacun des acteurs, ce qui a permis la réussite. Donc, nous avons dû faire face à plusieurs défis très nouveaux. Slide suivante, s'il vous plaît. Plusieurs défis très nouveaux, notamment d'abord bien sûr la diversité des vaccins et la diversité des températures de stockage, des contraintes particulières de stockage et de manipulation, le déconditionnement des flacons. Tout à l'heure, on parlait de la distribution en palette, de la distribution en carton, de la distribution en boîte. Nous, on a dû se faire de la distribution au flacon, ce qui était complètement nouveau. Et enfin, ce qui a été le plus innovant, ça a été la création d'un nouveau flux froid, le flux de froid négatif à moins 20 degrés. C'est une nouveauté, en tout cas dans le circuit ville. Il a fallu s'adapter au changement de température de stockage. Véronique, est-ce que vous pourriez éventuellement rapprocher, peut-être parler plus près du micro, parce qu'on
on arrive pas, on a monté le son au maximum, mais je pense que j'ai un… Alors, excusez-moi, je vais me débrancher. Oui, là, c'est beaucoup mieux. Oui. C'est mieux? Oui, parce que je pense que je devais avoir un faux contact. Si vous l'approchez, quand vous approchez du micro, oui. Bon, vous me dites, sinon j'essaierai de me déconnecter et me reconnecter. Enfin, voilà, c'est bien. Voilà, parfait. Donc, oui, les changements de température qui ont donc engendré une gestion des durées de vie, enfin, qu'il a fallu gérer, et enfin, bien sûr, la livraison qu'il a fallu sécuriser. Donc, si on parle bien sûr de la différence des températures de stockage, c'est vrai que ça complexifie la chaîne logistique. On doit gérer des vaccins dont la température de stockage est entre 2 et 8 degrés, et d'autres sont intervenus. Pfizer à moins 70, Moderna à moins 20 degrés. Le premier, Pfizer à moins 70, et le second, dans la foulée, un mois après, Moderna à moins 20. Ces deux vaccins, dans un premier temps, ont été réservés au circuit hospitalier, ou en tout cas au circuit PUI et EHPAD. Et les données de stabilité qui ont été réalisées par les laboratoires ont permis de voir que ces vaccins pouvaient se stocker à des températures plus élevées, donc faciliter ainsi, donner plus de possibilités logistiques et faciliter la distribution, et donc permettre une mise à disposition plus rapide. C'est pour ça que le Moderna est arrivé dans le circuit ville au mois de mai, et ça a créé, donc, et c'est ce qui a permis la création, enfin c'est ce qui a été finalement à l'initiative de la création de ce nouveau flux de chaîne du froid. Slide suivante, s'il vous plaît, merci. Les opérations de déconditionnement, donc comme au départ, en tout cas pour AstraZeneca et ensuite pour Moderna, les quantités étaient limitées, il a fallu s'adapter pour pouvoir répartir le stock disponible de l'État sur tout le territoire. Et donc, pour mieux le répartir, en effet, il fallait distribuer non pas des boîtes, mais des flacons, afin de satisfaire le plus grand nombre. Et donc, il a fallu adapter et les opérations dans les établissements pharmaceutiques grossistes et aussi les dispositifs de livraison, puisque il a fallu qu'on trouve des dispositifs de calage pour éviter que les flacons ne se baladent et évidemment qu'il n'y ait des pertes. Et bien sûr, il a fallu adapter la réglementation en vigueur, et ce qui a été fait par dérogation dans un article par un décret de février 2021. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc on s'aperçoit sur ce schéma de la difficulté de gestion de cette chaîne du froid, puisque donc il y a bien sûr la difficulté technique de la gestion d'un flux à moins 20 degrés, difficulté de stockage et de transport. On a différents types de transport possibles, soit un transport à température dirigée avec des camions à moins 20 degrés, ou ce qu'on appelle des camions ou des thermal shippers, c'est-à-dire des contenants qui garantissent le moins 20 degrés durant une certaine période. Ça, en général, donc, ce sont les dépositaires qui ont géré ce type de transport jusque vers les grossistes répartiteurs. Donc, les grossistes répartiteurs recevaient, ou reçoivent d'ailleurs toujours, 3 types de flux, parce qu'il y a trois vaccins différents et 3 types de flux. Donc, l'AstraZeneca qui correspond à un flux classique auquel les grossistes répartiteurs ont l'habitude, puisqu'ils distribuent tous les jours depuis… Allumez le haut-parleur. Oui. C'est encore le même. Oui, pardon. Vous m'entendez toujours? Donc, les grossistes répartiteurs qui distribuent depuis très longtemps des produits de la chaîne du froid en 2-8. Il a fallu aussi s'adapter à ces nouveaux vaccins, Janssen et Moderna, pour lesquels le flux est différent, puisqu'en fait, on nous demande de gérer une nouvelle date de péremption, puisque dès lors que ces vaccins passent d'une température de stockage de moins 20 degrés à une température de stockage à 2,8 degrés, la date limite d'utilisation change, et donc il faut l'indiquer sur une étiquette, et pour que le pharmacien d'officine, qui est le dernier destinataire avant le vaccinateur, puisse indiquer la nouvelle date de péremption de ces flacons. Et enfin, le grossiste répartiteur, sur le dernier maillon, livre en 2,8 degrés ces flacons-là, tout en prenant le soin, bien sûr, d'identifier cette nouvelle date limite d'utilisation. Donc, il y a
presque qu'on appelle une opération presque de fabrication, puisqu'il y a un changement de la date de péremption. Chaque changement de température de stockage entraîne un changement de date de péremption qu'il faut absolument tracer afin d'être certain que le vaccin est toujours utilisé dans le temps qui lui est imparti. Et ça nécessite la coopération et le travail minutieux des 3 acteurs qui sont les dépositaires, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine, voilà, qui doivent être vigilants pour tracer ces données. Là, on voit sur l'exemple un vaccin, je crois que c'est un vaccin Janssen, en effet, dont on voit clairement la date initiale de péremption qui était en février 2023, et le fait de passer dans un stockage à 2,8 a réduit la date de péremption de quelques mois. Donc, voilà, ce changement réduit la date de péremption et donc nous oblige à être encore plus rapide et encore plus efficace. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation sur l'implication des grossistes répartiteurs dans la chaîne du froid des vaccins de la Covid. Nous avons balayé depuis la stratégie du ministère jusqu'à la distribution au point de vaccination. Il nous reste une dernière présentation pour clore cette session sur la vaccination et la campagne de vaccination et la chaîne du froid des vaccins de la Covid, avec un témoignage d'un fabricant de matériel. Je vais laisser la parole tout de suite à Gilles Labranque, le président du groupe Sofrigam, fabricant d'emballage et également de sacoches et de pochettes de dispensation. Et Gilles, je te laisse nous présenter le point de vue du fournisseur. Merci Gérald. Alors effectivement, le démarrage de cette session a commencé par un mot qui était la logistique, avec un rappel, je dirais, à Napoléon, et te connaissant et nous connaissant, ce sont des choses qui nous font plaisir. Il est clair que le défi était avant tout logistique, puisqu'il y a eu différents parcours de livraison. Et donc, à chaque parcours, il faut avoir une solution adaptée dans la bonne règle des bonnes pratiques de distribution. Donc, il faut les connaître parfaitement. Il faut connaître également les différents emballages ou les différentes solutions qu'on va mettre en œuvre en fonction des durées. Il va falloir également apprendre à des gens qui n'avaient pas l'habitude, je dirais, de recevoir des produits de la chaîne du froid, et je pense entre autres au vaccinodrome auquel on est abondamment intervenu, comment les utiliser et éviter, je dirais, les erreurs. Et le taux de 0,1% qui a été mentionné, même s'il est trop élevé, est quand même remarquable, parce que c'est un exploit au vu du démarrage quasiment partant de rien pour arriver à livrer ces 50 millions de vaccins, et ça continue. Alors, effectivement, on fabrique des produits techniques. On est passé, oui, effectivement, à la deuxième slide, très bien. Donc, en haut, vous avez ce qu'on appelle les produits autonomes régulés, c'est-à-dire dans l'ancienne terminaison actifs. Donc, le container Coldway, qui lui est un système de réfrigération automatique sur une douzaine d'heures qui a été utilisé et qui est utilisé par un certain nombre de distributeurs. Je rappelle simplement que ce système-là est complètement autonome, va sur des véhicules électriques et permet sans aucune consommation d'énergie de délivrer du froid avec une précision de température de l'ordre du degré. Ensuite, vous avez ce produit Fritherm qui, lui, est un produit un petit peu plus ancien, mais qui également a muni d'une régulation. Et enfin, l'iBox, qui, elle, a été abondamment utilisée dans les SDIS, puisque c'était les sapeurs-pompiers, enfin les pompiers, qui avaient en grande partie la grande partie, les vaccinations à assurer au niveau des vaccinodromes, entre autres. Et donc, ça, c'est un produit qui conserve pendant 5 jours les vaccins les produits qui sont à l'intérieur, quelle que soit la température extérieure, et avec une autorégulation par un procédé à la fois très simple et très complexe à mettre au point, puisque ça marche essentiellement par une inertie thermique. Ensuite, sur les solutions, autonomes qui ont été évoquées, la gamme du milieu, ça c'est pour la distribution, je dirais, depuis le centre de fabrication ou le centre de réception vers les répartiteurs. Et donc là, effectivement, différentes gammes de produits. Et enfin, en dessous, le dernier kilomètre, dont on parlera un petit peu plus abondamment. On va rapidement détailler dans les slides suivantes
les différentes températures auxquelles on a eu à faire face. Donc, la glace carbonique qui a démarré, je dirais, à partir d'octobre-novembre, on a reçu déjà des appels d'offres à ce sujet. Il n'y avait pas beaucoup de connaissances dessus, donc on a mis au point les fameux emballages avec les difficultés d'utiliser de la carboglace. Il faut la maintenir sur les 6 faces, puisque nous rappelons que c'est un produit qui se sublime et que donc dès qu'il a découvert une des faces, eh bien, les maintiens en température sont un petit peu plus complexes avec différents marquages, avec des précautions particulières quant à l'emploi et un sens d'orientation. Ensuite, sur la slide suivante, là, nous sommes sur des produits type Moderna, donc moins 20 degrés avec des congélations de plaques tectiques, un respect de la configuration, peu de contraintes après le transport. Le tout, c'est de définir, et on ne le rappellera jamais assez, c'est les durées. Les durées et les volumes intérieurs sont des données absolument nécessaires pour qu'on ait l'emballage le plus adapté aux besoins et pour éviter les pertes. Et surtout, un emballage qui est plein satisfait à 2 impératifs. Le premier, c'est que la chaîne du froid est parfaitement conservée dans un emballage plein. C'est la même chose d'ailleurs que pour les chambres froides. Et la deuxième chose, c'est que économiquement, c'est nettement plus adapté. Et le troisième volet, c'est bien évidemment l'environnement. Donc, vous voyez un peu les préconisations. Là, comme ça a été dit, maintenant, les circuits sont bien rodés. On a d'autres pictogrammes. Les caisses sont bien évidemment réutilisables. Ensuite, sur le 2.8, qui est le cheval de bataille de la profession depuis beaucoup d'années, c'est surtout le déchocage pour éviter la descente en température en dessous de 2 degrés, voire 1 degré, qui est le plus important. Et là, c'est le même principe, une durée, un volume intérieur, et puis à l'arrivée, on arrête l'enregistreur de température, sinon, dès que le colis est ouvert, il va remonter en température, et là, il va provoquer des sueurs froides auprès de l'assurance qualité, puisqu'elle se dira, est-ce que je garde le vaccin ou je ne garde pas le vaccin? Bon, c'est des anecdotes, mais c'est du vécu. Voilà, et vous avez effectivement les marquages et le fameux sigle du IATA en temps de température qui est extrêmement utile puisque une durée ne vaut que si on connaît la date de départ. Bon, c'est un rappel un peu simple, mais ô combien nécessaire pour savoir si on est toujours dans la période de validité. Le suivant, alors là, on arrive sur les derniers kilomètres et effectivement, on a mis au point et on a réussi avec le ministère de la Santé pour les livraisons, pas livraisons, mais les vaccinations de personnes qui ne peuvent se rendre sur les vaccinodromes, ce type de produit qui, lui, est donc par essence réutilisable. Il est également muni d'une inviolabilité si nécessaire et donc il conserve parfaitement pendant 4 à 5 heures, ce qui est prévu pour la durée d'acheminement, les produits avec également à l'intérieur des dispositifs pour éviter toute casse. Et ça, c'est un produit qui effectivement a été mis en œuvre, je dirais, assez rapidement avec une fabrication en partie française. Donc ça, c'est une fierté puisque jusqu'à maintenant, il y a très peu de fabrication française ou il n'y a pas de fabrication française et avec une diffusion extrêmement large. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'Elite Bag, produit qui est simple d'utilisation, réutilisable quasiment à vie, nettoyable et donc doté de sa grande durée de vie et d'une grande intégrité de température. Voilà. La suivante. Alors, la pochette Igloo, là, c'est en même temps un produit qui a été développé et fait avec le Sémafroid, mais il y a déjà un certain temps, Gérald, puisque les premières certifications Certicol Pharma, je crois qu'on est les premiers, enfin nous sommes les premiers d'ailleurs, et elles datent au moins de 5-6 ans. Ça venait... Pardon ? Nous étions en avance. Nous étions en avance. Force était de constater que sur le marché, les pochettes qui sont distribuées par les pharmaciens ne servent strictement à rien. Bon, c'est marqué dessus d'ailleurs, mais évidemment, comme elles sont gratuites, voilà. Là, l'enjeu était complètement différent, aucune perte. Donc ce produit, pourquoi il a été mis en place? Pour que les médecins qui aillent chercher les doses lors des vaccinations dans les cabinets aient au moins une protection thermique. Bon. Donc Certicol Pharma a été proposé, donc la pochette Igloo, et effectivement, nous avons jusqu'à 1 heure de conservation suivant les températures, avec, je dirais, beaucoup d'avantages par rapport aux autres pochettes. La première, c'est que le produit, une fois qu'il est à l'intérieur, est complètement enveloppé dans une nappe de froid qui est à 1 degré, 1 degré 50 de température.
qui est au réfrigérateur, donc aucun risque de congélation. Ça, c'est un point extrêmement important. La deuxième, c'est que ça peut être remis au réfrigérateur à l'arrivée sans sortir le produit. Et donc, il ne sera sorti de sa gangue protectrice, si j'ose dire, qu'au moment de l'injection. Réutilisable une centaine de fois. Alors, quand je dis une centaine de fois, c'est parce qu'on a testé 100 fois, on a refait les températures, ça ne bouge pas. Je pense que ça peut même durer plus. Donc, on est sur un produit qui est à la fois environnemental, qui est un certicole pharma. Le seul reproche qu'on a, c'est que, enfin, constatation, c'est que ce n'est pas encore assez connu, certicole pharma, même s'il y a de gros efforts qui sont faits dessus. Mais c'est ce qui a permis, je dirais, l'acheminement des produits avec la plus grande sécurité, chose qui n'existait pas pour les derniers kilomètres. En termes de professionnels de l'emballage ou des solutions, je tiens à souligner qu'effectivement, les différentes spécifications en termes de température et le fait que le grand public a été informé que la température était importante pour les vaccins a très certainement fait progresser non seulement la compréhension, mais la perception que la chaîne du froid est totalement indispensable, puisque on avait coutume de dire que nous sommes en qualité invisible, c'est-à-dire qu'un vaccin, s'il n'a pas été bien protégé, malheureusement, ça ne se voit pas. Sauf quelques exceptions, ça ne se voit pas. Et donc, il est à peu près certain, et l'OMS avait des statistiques à ce sujet extrêmement importantes, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 40-50% de vaccins probablement qui ne sont pas vraiment efficaces, puisqu'ils sont sortis de leur zone de température. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'à notre niveau, effectivement, ça a progressé, et qu'au niveau de la perception et de la compréhension du grand public, je pense qu'il y a des campagnes qui ont été faits. Voilà. Je crois que c'était la dernière slide, et donc je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gilles, pour cette présentation. Pour ceux qui veulent voir la pochette Igloo dont tu viens de parler, qui est le produit certicole pharma le plus certifié dans le monde. Je crois que si j'ai bien compris, le ministère de la Santé en a commandé 30 000, c'est ça? Oui. Donc, bravo à toi, bravo pour cette conception. Et puis, on est ravis de l'avoir certifié il y a déjà 5 ans. C'est la preuve que ce projet certicole de pharma, certicole d'HACCP qu'on a lancé il y a 15 ans était quelque chose qui avait du sens et qu'on était prêt aujourd'hui. Et merci de ta confiance et merci de cette présentation. Je remercie tous les intervenants de cette conférence sur la chaîne du froid des vaccins de la Covid. C'est une pandémie qui a beaucoup impacté le monde, de manière négative majoritairement, mais aussi de manière positive. On peut être fier d'avoir des entreprises françaises qui se sont mobilisées pour ces activités-là et surtout qu'à travers les opérations qu'on a mises en place avec l'Association française du froid en particulier, il y a eu une synergie dans la task force chaîne du froid de l'AFF qui a permis au ministère de rencontrer les entreprises, les experts, les fabricants, les utilisateurs et d'arriver à ce que la France achète des produits français, fasse tourner les usines en France. Donc bravo au ministère pour ce choix, bravo au groupe Sofrigam et aux autres industriels qui se sont investis dans cette démarche. Bravo aussi aux répartiteurs et aux autres acteurs qui sont fortement impliqués sur la chaîne du froid des vaccins. Je vous propose de clore cette conférence sur la santé.